On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de t'accueillir au micro de Génération Bien Commun. T'es probablement le lauréat qui est le... non, mais c'est même une certitude. Tu es la personne qui est le plus montée sur scène en tant que lauréat de la Nuit du Bien Commun. Parce que je sais qu'il y a des lauréats qui sont passés plusieurs fois dans plusieurs villes. Toi, t'as fait que Paris. Mais tu l'as fait 4 fois. Et je pense pas me tromper en disant que tu es le seul à l'avoir vécu 4 fois. Bah, écoute, en tout cas, j'étais ravi de l'avoir vécu parce que c'est sûr que ça a été hyper important pour nous à chaque moment. Tu vois, à chaque fois, c'était sur des créneaux où ça a été des caps pour le développement d'Excellence Ruralité. Donc, merci à la Nuit du Bien Commun, clairement. Comment Alors attends, peut-être avant de foncer à 2000 à l'heure, est-ce que en 2 minutes, tu peux te présenter, nous raconter Excellence Ruralité, les grandes lignes avant qu'on rentre dedans? Ouais, bien sûr. Excellence Ruralité, donc c'est un réseau d'écoles qui lutte contre le décrochage scolaire dans les zones rurales défavorisées. En fait, c'est une problématique qui est assez peu connue, mais aujourd'hui, 8 des 10 départements les plus touchés par le décrochage scolaire, ce sont des départements ruraux. Un tiers, au moins, des jeunes qui décrochent de l'école sont des jeunes ruraux. T'as des grosses problématiques aussi en termes d'orientation dans les zones rurales parce que il y a en fait un dernier sondage là qui est sorti qui montre que un jeune rural pauvre a 2 fois moins de projections dans les études supérieures qu'un jeune urbain pauvre. Des stats aussi de France Stratégie qui montrent que en fait la mobilité sociale des jeunes ruraux est 2 fois moins importante que la mobilité sociale des jeunes urbains à situation sociale défavorisée et équivalente, quoi. Donc il y a un vrai enjeu à la fois de transmettre des savoirs fondamentaux solides dans des territoires qui sont souvent très défavorisés. Alors c'est pas toutes les zones rurales, il y a aussi une difficulté à embrasser ce que c'est que la ruralité, on y reviendra peut-être. Et puis un sujet sur l'orientation qui est important. Et donc nous on travaille là-dessus en développant des écoles associatives qui sont des écoles qui sont portées par des bénévoles des territoires et qui permettent à des professeurs, qui sont à la fois des professeurs et des éducateurs, de s'engager au service de ces territoires-là dans des petites structures. Donc, c'est des structures de une quinzaine d'élèves par classe. Et au total, ça fait 150 élèves maximum à taille cible, du CP à la 3e, donc primaire collège. Ok. Voilà. Et donc, on a ouvert une première école en 2017. Moi, je me suis installé donc avec mon épouse et une équipe de jeunes professeurs dans l'Aisne, à La Fère. C'est une petite ville de 3000 habitants où tu as pas mal de chômage des jeunes. C'est pour ça qu'on l'avait choisi, pas mal de décrochage scolaire aussi. C'était ces critères-là qu'on avait choisi pour cibler l'endroit. Donc en fait, on a pris la carte de France, on a pris la région la plus défavorisée sur les critères de chômage des jeunes, de décrochage scolaire. Dans cette région, on a pris le département le plus défavorisé, qui était l'Aisne, qui est d'ailleurs le département de France le plus touché par les difficultés de lecture à 15 ans, par le chômage des jeunes et les décrochages scolaires. Et puis, dans ce département, on a pris la ville la plus touchée, qui était cette petite ville de La Fère, 3000 habitants, qui a un territoire, en fait, qui a eu ses heures de gloire, d'abord pendant la Renaissance. C'était un haut lieu, il y a eu des batailles homériques, Henri IV a reconquis la ville et tout. Puis après, c'est devenu une place forte militaire. Il y avait une école d'artillerie. Et donc, ça a été une ville assez dynamique jusque dans les années 90. Et au moment des années 90, il y a eu le départ de l'armée, qui a été un crack, parce que la ville a perdu presque la moitié de sa population avec le départ de 2 régiments. Donc, ça a été ça, plus la désindustrialisation, plus les difficultés que connaît la Picardie depuis la Première Guerre mondiale en termes de dynamisme économique et bien, du coup, tout ça fait que c'est un cocktail assez emblématique de ce que peuvent connaître les ruralités et ce qu'on appelle la France périphérique, puisque moi, c'est un terme qui me parle beaucoup, qui est celui qui a été développé par Christophe Guilluy, qui est un géographe, un sociologue dont je ne sais pas si tes auditeurs ont entendu parler, mais c'est quelqu'un qui avait vu venir en gros le mouvement des Gilets jaunes très tôt,
qui avait compris qu'il y avait une troisième France et une troisième jeunesse qui n'était pas dans les métropoles et qui étaient un peu les perdants de la mondialisation, qui étaient ceux qu'on a très bien vu sur les ronds-points ensuite, qui est une France qui travaille, qui veut s'en sortir et qui en fait galère parce que y a le transport, parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, parce que il y a aussi une difficulté assez forte dans ces territoires-là, qui est à mon avis une forme de sentiment au minimum de désintérêt, si ce n'est de mépris un peu des institutions, et puis de l'environnement médiatique et culturel. C'est-à-dire qu'en fait, un jeune de ces territoires-là, quand il allume la télé, les réseaux sociaux, quand il regarde des films ou des clips, il n'existe pas culturellement, il n'est pas représenté. Ou alors, t'as les ch'tis à Mykonos, quoi, mais bon, c'est quand même pas le... C'est pas le rêve, si tu veux, de représenter, quoi. Exactement. Et donc, les seules représentations culturelles de ces gamins-là, qui représentent 60% de la population française, ce sont des représentations qui sont négatives. Donc, c'est ou les ch'tis, ou alors, t'as le profil, Guy, lui, en parle très bien, du gars, en fait, qui s'arrache à sa famille catastrophique, alcoolique, chômeur et tout ce que tu veux, pédophile, machin, et qui, en fait, lui, arrive à s'en sortir, mais toujours en s'arrachant à ce milieu-là. Donc, la difficulté, c'est que ces territoires-là ne sont jamais reconnus, si tu veux, comme aussi un terreau, et à mon sens, c'est précisément ces territoires-là qui peuvent nous tenir ensemble en tant que pays, puisque c'est là où tu as des classes populaires qui sont celles qui peuvent être le terreau dans lequel on peut se rassembler. Et puis, une communauté culturelle, historique avec les habitants des métropoles, des centres-villes. Donc, il y a beaucoup à aller chercher, à mon avis, dans cette France-là, si on veut rétablir et renouer les liens de notre société. À quel moment, dans ta tête, tu t'es dit, j'ai toutes les opportunités qui sont là sur la table, et celle que je vais prendre, c'est d'aller à la faire? En fait, t'as jamais toutes les opportunités sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un peu un chemin qui se construit progressivement. Moi, à 15 ans, j'étais parti pour décrocher de l'école. J'avais 7 de moyenne générale en seconde, 2,5 de moyenne en maths. On a un point commun. Et en gros, l'établissement voulait que je redouble, mais surtout pas chez eux. Donc, il m'avait dit, voilà. Je vois très bien la petite discussion. Exactement. donc, j'ai eu cette première discussion avec l'établissement. Puis ensuite, avec mon père, qui m'a dit, bon, c'est très simple. Tu as 3 solutions. Soit tu vas dans le public et tu vas continuer à faire n'importe quoi, parce que je faisais déjà pas grand-chose avec mes potes du foot. Soit tu vas en pension. Soit je t'émancipe, et donc à 16 ans, t'es libre et tu te débrouilles pour subvenir à tes besoins, pour trouver un appart. Donc j'avais pas spécialement envie d'impression, mais j'avais pas non plus hyper envie de trouver un appart, de me garder tout seul à 16 ans. Donc je suis allé passer un entretien avec ma mère dans un établissement, dans un pensionnat dans l'Ouest. Et en fait, ça a été un peu un tournant, je pense, pour moi, parce que donc l'entretien commence tranquille et tout, puis au bout d'un moment, le directeur se retourne vers ma mère et dit, écoutez madame, merci beaucoup, mais est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît? Non, je voudrais juste parler avec Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Bon, ok, sort. Et là, il prend mon bulletin, il commence à lire tout le truc. T'as dû avoir les mêmes observations, quoi. Donc moi, je me renfonçais dans mon fauteuil, et puis au bout d'un moment, il me dit, bon, ça c'est des notes, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qui t'es toi. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes rêves? Le bon éducateur, quoi. Ouais, vraiment. Et pourtant, il paye. Enfin, sur le papier, pour moi, un directeur, il s'intéressait aux notes et point barre. Donc, j'étais pas du tout prêt à ça. Et donc, on a discuté et tout. Puis à la fin de la discussion, il me dit S ou ES? Donc, moi, je comprenais pas. Tu vois, pour moi, j'étais là pour redoubler la seconde, S ou ES. Et donc, il m'a donné ma chance pour passer en première directement, et puis après j'ai repris le fil de mes études, j'ai fait du droit et tout, machin. Franchement, merci à lui, parce qu'on ne pense pas... Ouais, incroyable. C'est pas la panacée quand même. Incroyable, c'est vraiment un grand éducateur. Et en fait, ce qui a été clé après, c'est que je pense que du coup, j'avais dans un coin de ma tête que le regard d'un adulte, d'un éducateur pouvait changer un destin d'un gamin. Enfin, tu vois, du coup, c'était un peu inconscient, mais après, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à bosser chez IBM.
Voilà, je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais. Je vendais des logiciels aux PME. Et j'ai un pote qui a commencé à bosser chez Espérance Banlieue, donc ce réseau d'écoles dans les banlieues. Dans les banlieues, ouais. Et qui m'a appelé un jour parce qu'il cherchait quelqu'un qui parlait anglais pour faire passer des euros de langue aux élèves. Donc j'y suis allé. Et puis le soir, j'ai dîné avec un des fondateurs du projet. Et il m'a dit que voilà, il cherchait à se développer. Donc il m'a demandé si j'avais des idées pour ça. Je leur ai proposé un plan de développement. Et puis comme ça, ils m'ont embauché. J'étais donc le premier salarié du réseau Espérance Banlieue au début. J'ai travaillé là-bas pendant 3-4 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Guy Louis, donc le gars dont je te parlais tout à l'heure, Christophe Guy Louis, qui est donc ce géographe qui est assez visionnaire à mon sens. Et qui, en fait, quand j'ai lu son bouquin La France périphérique, ça a vraiment mis des mots sur ce que j'avais, ce que tu perçois, enfin ce que j'avais perçu en tout cas. Moi, j'ai passé toute mon adolescence un peu au-delà de la banlieue parisienne, tu vois, dans le 95, mes frontières avec la Picardie, avec les champs de betteraves et tout. Donc c'était vraiment la France périphérique dont parlait Guy Louis. C'était vraiment ces zones intermédiaires et cette jeunesse surtout qui n'existait pas vraiment, qui était qui était vraiment à ta porte en plus quand t'as grandi, quoi. Ouais, et puis qui étaient mes potes en fait. Tu vois, c'était des mecs avec qui surtout des potes du foot et tout. Et puis avec qui j'avais vraiment une super amitié. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont envoyé en pension et qui avaient un peu le capital culturel pour m'aider à sortir un peu de mes difficultés scolaires et tout. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est ces mecs-là qu'il faut aider, parce que, en tout cas moi c'est ça que je veux faire, parce qu'en fait des gens qui interviennent en banlieue, il y en a plein. Ces territoires-là s'imposent un peu comme une évidence, les banlieues, parce que c'est proche des grandes villes, donc tu as à la fois les viviers de CSP+, qui peuvent s'engager dans des projets comme ça ou les porter, tu as les étudiants qui peuvent donner du temps, les retraités, t'as l'argent aussi, parce que t'as des boîtes, voilà. Et puis il y a une visibilité médiatique forte. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de monde sur ces territoires-là, un peu moins en zone rurale. Et donc je me suis dit, voilà, il y a des trucs géniaux qui se font par l'école. Pourquoi on n'essaierait pas aussi de faire la même chose, mais en Picardie. Donc c'est comme ça qu'on a fait après le choix de ce territoire-là, et qu'on est allé s'installer là-bas en 2017. La petite équipe avec laquelle tu pars, tu les connais d'avant? C'est des gars que tu rencontres et qui adhèrent au projet? Il y en a un que je connais d'avant, une qui est une amie de ma femme, et après 2 que je recrute sur le projet, quoi. Donc qui adhèrent déjà à l'hypothèse. Je reviens, je prends un peu de hauteur, mais là on voit le cheminement que toi t'as fait. Il y a quand même le moment où tu prends tes bagages, puis tu vas, tu te poses à l'affaire, puis il y a le premier soir. Ouais. Et il y a, en fait, on est dans la France périphérique, et dans la France périphérique, quand t'as habité dans les villes, que t'as bossé chez IBM, en fait, là, t'es dans la France périphérique et il y a tout à faire, quoi. Ouais, mais c'est hyper excitant aussi, parce que tu démarres, en fait, en gros, l'année qui a précédé, donc j'étais à fond sur le projet, il y a eu l'année qui a précédé l'ouverture. Maintenant, tu vois, maintenant, on monte d'autres écoles, on n'a pas du tout respecté ce qu'il faut faire en termes de... Enfin, tu vois, en gros, en mai, j'ai su qu'en mi-mai, qu'on pouvait avoir les locaux, c'est-à-dire l'ancien Lidl. Donc on n'avait pas encore fait les travaux, on n'avait pas encore communiqué sur le truc. Donc on a communiqué juste 1 mois, et puis on a eu 11 inscriptions. Qui étaient, franchement, ça reste un peu un mystère aussi de dire comment des gens font confiance à un truc. L'école n'était pas encore fonctionnelle, quoi. Elle a été fonctionnelle. Oui, les gens sur place, faut se représenter le truc, quoi. Ils connaissaient l'ancien Lidl. Ils connaissaient l'ancien Lidl. Défoncé. Ils passaient, d'ailleurs, c'est marrant, parce que tu avais un chemin, en fait, qui allait entre l'ancien Lidl, et à côté, il y avait le Carrefour Contact. Et donc, les gens, ils continuaient à passer. Moi, j'avais pas clôturé, parce que je voulais pas être le mec qui allait emmerder tout le monde et empêcher de prendre le chemin, de prendre le raccourci qui prenait tout le temps. Donc les gens, ils passaient sur notre parking. Enfin, tu vois, ça s'est fait un peu petit à petit. Et puis petit à petit, on a commencé à clôturer, parce qu'il y avait des élèves, et on voulait pas qu'ils soient en contact avec n'importe qui. Mais ouais, donc ça s'est fait comme ça. Donc on commence. C'était donc assez speed, parce que donc on s'est mariés donc avec mon épouse 15 août ou 14 août. De la même année. Ouais, et le 1er septembre, on ouvrait. Donc, on est parti en voyage de noces, et bam, on est arrivé. Et donc, ça a été assez la course. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que j'avais une équipe hyper investie, tu vois. Tout le monde mettait la main à la pâte. C'était génial, tu vois. Il y avait vraiment un engagement
est toujours le cas des pionniers, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde fait un peu tout. Donc voilà, et puis après il faut professionnaliser, mais la première année, c'est sûr que c'est assez enthousiasmant. Moi, j'avais vraiment, j'ai eu énormément de chance aussi parce que ma femme m'a suivi et qu'aller s'installer à l'affaire, c'était quand même pas facile, tu vois, en termes de vie sociale, d'environnement culturel et tout. Mais voilà. C'était quoi pour vous toi dans l'aventure, puis peut-être aussi en couple, à toi de me dire, mais le gap le plus complexe à passer dans votre changement de... Avant d'y aller ou une fois sur place? Une fois sur place. Pour moi, en fait, c'était pas complexe parce que j'étais vraiment dans mon projet à fond. Tu maîtrisais le projet, donc tu avais une raison systématique à être là. Mais je sais que pour Camille, ce qui a été difficile, c'est que la vie sociale était quand même très limitée dans l'affaire. Il y avait pas... Alors, heureusement, il y avait cette très bonne amie à elle qui était dans le projet dès le début, mais donc du coup tu vis quand même vachement en vase clos, t'avais les potes et puis le boulot dans l'équipe et tout, donc au bout d'un moment on était content de rencontrer des gens aussi dans le coin. Donc ça, je sais que pour elle ça a été un peu difficile. C'est pas difficile, mais elle était contente à partir de la deuxième année, tu vois, de commencer à d'avoir plus de copains dans le coin, un réseau de connaissances. Mais de fait, ça se fait carrément parce que il y avait du monde, mais c'est juste que moi, j'étais pas très dispo, j'étais hyper focus sur l'école, parce que j'étais à la fois directeur de l'école et en même temps, je m'occupais de la levée de fonds, de la com et tout machin, donc c'était beaucoup de taf. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et puis au bout d'un moment, quand on a décidé d'ouvrir le primaire, je me suis dit, en fait, il faut... Et puis, surtout, au début, on avait vraiment... on a commencé par le collège, donc il y avait un côté plus éducatif que scolaire, académique pur. On a eu des enfants qui étaient très, très cabossés, donc moi, sur cette partie éducative, j'étais à l'aise. Par contre, sur la partie académique, c'était pas du tout mon métier. J'avais jamais enseigné, j'avais jamais été directeur d'école, j'avais pas cette compétence-là. Donc, j'ai recruté quelqu'un pour diriger l'établissement et je me suis, moi, concentré sur le développement, sur la levée de fonds, la com et tout. À partir du moment où on a pris le primaire, on a ouvert le primaire. Et combien d'élèves aujourd'hui à l'affaire? Là, il y en a 95, il y en aura 110 en septembre prochain, et on ouvre la dernière classe, donc on aura la taille cible, quoi. La dernière classe de primaire? Ouais, on dédouble le CM1, CM2. Ok, ouais, qui était une classe... qui était encore une classe double. Ouais, donc oui, vous aviez, parce que ce que j'avais en tête, vous aviez déjà tous les niveaux. Ouais, mais c'était une classe double. Ok. Voilà. Donc là, du coup, tu auras du primaire au collège. Ouais, en une classe chaque. Ouais. Ok. Il y a un projet pour la maternelle? J'aimerais bien, mais pour l'instant, dans les locaux qu'on a, c'est pas possible. Après, on travaille à restaurer d'autres. On a racheté pour 1 euro symbolique le château de l'affaire, où est né le père d'Henri IV. Voilà. Après, c'est un gros... Tes plus beaux pitchs. C'est sympa. Mais c'est vrai que c'est un gros projet. Et donc, là, en gros, on a fait pas mal de diag pour s'assurer que le projet était viable. Ouais. Donc on attend maintenant la mise à jour du chiffrage de l'archi. Okay. Et sur cette base-là, on lancera ou pas la levée de fonds pour mener le projet à bien. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir tout donner pour réaliser ce projet. Après, voilà, c'est un truc très ambitieux. Il y a plusieurs millions d'euros à aller chercher. Ce sera une structure différente d'Excellence Ruralité pour pas pénaliser le développement des écoles et tout. Donc, il y a un truc un peu à développer, à structurer avant de se lancer concrètement là-dedans. Donc, pour l'instant, dans les locaux qu'on a, c'est-à-dire dans les Algeco qui sont sur le parking du Lidl, on n'a pas la place de faire une maternelle. Mais bon, on fait déjà primaire, collège, c'était la priorité. Ok. Chapeau, je suis impressionné du nombre d'élèves qu'il y a eu depuis le lancement. Et t'as combien d'écoles aujourd'hui qui ont ouvert sur le modèle? Après, on en a une deuxième qui a ouvert en Charente, en septembre 2022. Comment t'es allé choisir la Charente? En fait, c'est des gens qui nous ont contactés, qui ont dit, moi, je vais ouvrir une école sur le même modèle que la vôtre, quoi. Donc, comment on fait? Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, entre-temps, on a pu structurer un peu l'équipe. Enfin, il y a un monsieur qui m'a rejoint, qui est quelqu'un qui est aussi dans le réseau de la Nuit du Bien commun, qui s'appelle Paul-François Croisille. Qu'on salue bien. Ouais, qui est un type incroyable. Et donc polytechnicien, et il m'appelle, il me dit voilà, je vous soutiens depuis longtemps, j'ai 50 ans, j'ai plus besoin de travailler pour vivre, donc vous avez jusqu'à 100% de mon temps si vous savez vous en servir. Et donc on s'en sert. Et donc c'est incroyable, il accompagne les porteurs de projets, donc c'est lui qui est en direct avec les gens qui veulent monter des écoles. Il fait un boulot de dingue.
Et puis, il nous aide aussi vachement sur tout ce qui est data, tu vois, sur mesurer notre impact, mesurer l'environnement, toutes les évaluations qu'on fait passer aussi aux établissements pour documenter nos résultats. Donc, c'est vraiment une ressource hyper précieuse, quoi. Et donc ça a permis donc d'accompagner cette deuxième école donc, qui nous a contacté déjà en 2020, elle a dû nous contacter, même peut-être 2019. Puis ça a mis un peu de temps et donc ils ont ouvert en 2022. 6e, 5e avec 7 élèves, tu vois, et dans un bled vraiment, vraiment perdu, donc à 1 heure de voiture entre Poitiers, Angoulême et Limoges. Ça s'appelle une petite ville qui s'appelle Confolens. Ils sont même pas dans Confolens même, ils sont dans le petit village d'à côté de Confolens qui fait 300 habitants. Confolens, 3000 habitants, c'est la plus petite sous-préfecture de France. Il y avait tellement rien qu'ils ont été obligés de donner une sous-préfecture à une ville de 3000 habitants. Et juste pour la ville. Ouais. Et parce que c'est le seul, c'est la seule agglomération un peu plus importante, quoi. Et la petite ville d'Est où il y a un maire qui est incroyable. En fait, donc on s'est installé dans l'ancienne école communale qui avait fermé il y a 6 ans. Et le jour de l'inauguration, c'était hyper touchant parce que je parle avec un maire du coin qui était là, tu vois, et puis il me dit, je lui dis, nous on a eu beaucoup de chance que Monsieur Fourgeau, le maire, accepte qu'on installe le projet, qu'il soit aussi soutien, parce que la mairie soutient à fond le projet. Et il dit, mais vous vous rendez pas compte, Roland, il a fait sa communale ici, quoi, dans l'école. Donc le jour où il a fermé l'école, il était inconsolable. Donc vous arrivez, vous lui proposez de la rouvrir, mais ça peut pas se refuser, quoi. Et donc c'était hyper beau parce que je pense que tu dis. Ouais. Il y a vraiment aujourd'hui une grande détresse dans beaucoup de nos territoires parce qu'en fait on a eu aussi une politique très très froide dans les fermetures de classes, tu vois, où c'était vraiment uniquement sur les chiffres et considérer que c'était des ratios de coûts par élève et tout. Et derrière, t'as des gens, t'as des histoires, t'as des dynamiques de territoire, t'as des... qui sont arrêtés net avec ça, quoi. Exactement. Donc, et puis les gens s'arrachent, franchement, c'est incroyable. L'énergie qu'il a, ce maire, d'un tout petit patelin de 300 habitants, il y a vraiment des gens formidables, en tout cas, qui demandent qu'à être aidés. Le truc, c'est que, si on a une approche uniquement économique, et encore, parce que nous, tu vois, notre coût par élève, il est inférieur au coût d'un élève dans l'éducation nationale. Il fait, à taille cible, c'est 2/3 du coût d'un élève dans l'éducation nationale. Donc, en fait, on pourrait faire des économies en ayant des structures plus petites, avec des choix différents sur le plan pédagogique, notamment le fait d'avoir moins de personnel non enseignant, tu vois, de concentrer le tir sur des personnels plus directement dédiés à l'éducation. Et ce qui est beau, c'est que tu vois, l'école a commencé donc avec 7 élèves, alors qu'ils n'avaient même pas. En plus, on avait fait une erreur. Enfin, maintenant, on sait, mais on n'avait pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de transport entre la ville de Confolens et la ville d'Est. Donc, en fait, pour emmener les élèves, c'était hyper galère parce que les transports, c'est vraiment stratégique dans ces coins-là. Et puis, comment, du coup? Et en fait, on a trouvé incroyable. Il y avait la présidente de l'asso était dans sa voiture et puis on trouvait pas. C'était 10 jours avant la rentrée et tout. On n'avait pas de relais logistique. Et puis elle était bloquée derrière une sorte de minivan, quoi. Et puis elle se dit, mais attends, il est vide et tout. J'arrive de Confolens, il est vide et machin. Et du coup, au feu rouge, elle s'arrête, elle descend, elle va le voir, elle fait, vous êtes de quelle société, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre trajet et tout. Donc, en fait, c'était pile le trajet des horaires qu'on voulait. Et le mec, il faisait toujours les retours à vide depuis Confolens jusqu'à Est, tu vois. Donc en gros, on s'est arrangé avec eux pour qu'ils nous emmènent nos élèves. Mais c'était vraiment quoi, des trucs complètement absurdes. C'est des trucs. C'est ça aussi il y a des trucs. Tu disais comment tu fais le choix de te lancer et tout machin. Au début, t'as des. En fait, il faut juste se dire on y va parce que si t'attends d'avoir tout cranté, t'y arriveras jamais, quoi. Il y a des choses qui se débloquent de manière complètement providentielle que tu imagines pas du tout et qui finalement font qu'à la fin ça se fait, quoi. Ouais. Donc ça c'est sûr que ça a été vraiment clé pour l'école. Et donc elle est passée de 7 à 31 élèves en un an, tu vois. Et puis l'année prochaine, ils seront plus d'une 50aine. Enfin, la dynamique aussi est très, très... Ouais, en gros, une fois que le bouche à oreille est parti, ça déroule et ça grossit. Ah ouais, carrément. C'est en fait, moi, c'était un peu mon inquiétude, tu vois. Déjà, je savais pas...
j'avais 2 inquiétudes en commençant. Je savais pas si les gens viendraient. Et ma crainte, c'était surtout que s'il y en a qui viennent, ce soit pas forcément la cible qu'on visait. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment, enfin, on veut vraiment que nos écoles bénéficient aux enfants de milieux défavorisés, que ce soit directement au bénéfice de ces gamins-là. Et ma crainte, c'était un peu qu'il y ait une forme de délit d'initié, tu vois. C'est-à-dire que si en gros, les familles culturellement favorisées et les CSP+, du coin se disent ah cool, une école Montessori pas chère, je vais mettre mes enfants, mais en fait c'est pas eux qu'on vise, quoi. Et donc du coup, pour éviter ça, on s'est mis dans des territoires où il y avait quand même assez peu de CSP+, pour être clair. Et puis on a commencé par le collège, parce que du coup ça remet un petit peu tout le monde à égalité. C'est-à-dire qu'au primaire, les familles les plus modestes n'ont pas toujours conscience des difficultés de leurs enfants. Et au collège, c'est limpide pour tout le monde. Donc, tout le monde sait qu'il y a des difficultés. Tu sais si t'es en galère ou pas, Voilà. Donc potentiellement, tu sais où tu mets ton gamin en fonction de tes codes d'éducation, de tes moyens. Enfin, tu sais en tout cas qu'il faut trouver une solution. C'est-à-dire que tu sais que tu as besoin d'une alternative si jamais ça marche pas, quoi. Alors que au primaire, il y a moins, même si il y a de plus en plus de violence, de difficultés et tout, aussi au primaire, mais c'est parfois moins net, quoi. Et puis les parents se rendent moins compte parce que les enfants vont peut-être mieux en extérieur. En tout cas, c'est le collège. Tu me diras, mon aîné, moi, en CP, alors dans les faits, j'ai de la chance, elle tient plutôt de ma femme, elle a pas de problème. Je trouve que c'est un peu plus éloigné. C'est des trucs un peu basiques. Tu dis que de toute façon, ça va se mettre en place. Et puis tu te dis, au pire, en attendant, ça va refaire. Oui, exactement. Ouais, je vois bien le moment où tu passes au collège. Je me suis retrouvé comme toi en pension. D'ailleurs, vous avez jamais pensé à faire de la pension, du coup? Non, parce que, en fait, notre but, c'est de toucher les gamins du coin. Donc, si les mettre en pension, c'est plus un coût supplémentaire qu'un... Bah, voilà. Et puis, ça pourrait avoir un intérêt pour un certain nombre d'enfants qui sont dans des environnements assez toxiques et qui pourraient bénéficier beaucoup de ça, mais c'est pas vraiment la culture aussi dans les milieux modestes, tu vois. C'est quand même un peu un truc de CSP+, le recours à la pension. En tout cas de milieux culturellement favorisés, tu vois. De dire, moi je me souviens, j'avais proposé à un papa qu'on mette sa fille en pension, enfin de lui proposer après chez nous de l'envoyer en pension, parce qu'elle était dans un environnement où elle avait de mauvaises influences et tout. Et il dit mais qui va s'occuper de moi quand je serai malade et tout. Donc tu vois, il y a déjà, enfin il y a aussi un rapport à la distance, tu vois. C'est-à-dire que t'as des gamins dans l'affaire qui sont jamais allés à Paris, tu vois, jamais même allés certains à Amiens, tu vois. Donc il y a moins cette culture-là, et puis voilà, notre but c'est vraiment de toucher les enfants du territoire. Et en se développant justement, tu te dis qu'il y a un enjeu à mettre des règles pour savoir comment tu vas aller accueillir les enfants, parce que plus tu vas te développer ça, plus tu vas t'approcher de la zone où ça va finir par se présenter, quoi. Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, on a ciblé un certain nombre de territoires. Donc, en fait, on cible pas des élèves, on cible des territoires. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va là où tu as au moins 25% de décrochage scolaire et au moins un IPS, c'est-à-dire un indice de positionnement social. Donc, en gros, un niveau social dans les 20% les plus pauvres. Donc ça te donne quand même un angle, un panel de garde-fou. Voilà. Et après, une fois que t'es là, généralement au début, ceux qui viennent, c'est souvent ceux qui sont les plus en difficulté. Donc c'est souvent plutôt des enfants de milieux défavorisés. Et les familles plus favorisées culturellement attendent de voir. Et après, une fois que tu commences à avoir de bons résultats, tu peux commencer à avoir. Là, tu vois, on a quelques familles qui viennent de Saint-Quentin, qui disent toc toc, en fait, ça m'intéresse et tout. Et c'est bien d'en avoir quelques-uns. Pour pouvoir tirer un peu le groupe vers le haut, d'avoir une forme de mixité sociale aussi, tu vois, c'est toujours souhaitable. Mais on est vigilant, tu vois, à pas en avoir plus que ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas du tout eu à bloquer là-dessus, mais c'est vrai que, de toute façon, assez naturellement, vu qu'on est quand même loin, tu peux en avoir, mais t'en as quand même moins que... Oui, en fait, il faut aussi t'accrocher. T'as de fortes chances d'avoir une solution plus simple. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, pour l'instant... Après, dans les critères de sélection des élèves, on prend que des gamins du territoire, que des gamins qui viennent de la ville, de l'affaire ou de l'agglomération, grosso modo, du coin. Ensuite, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Donc, pas de sélection sur le niveau, pas de sélection sur même les antécédents disciplinaires, tu vois. On donne sa chance à tout le monde. Et puis, il y a juste une priorité pour les fratries. C'est-à-dire que si tu as un frère ou une sœur déjà dans le... Oui, ce qui simplifie aussi la vie des parents. Ouais.
ce qui fait sens, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand t'accueilles tes élèves, t'as vraiment un côté, j'ai 10 places, Ouais. les 10 premiers de la liste, Ouais, exactement. qui sont... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moins t'as de place, plus t'as de candidatures, quoi. C'est toujours la même chose. C'est que Oui. si tu commences à dire, les gars, on n'a plus que 5 places, là, dépêchez-vous, et tu vas avoir plein de candidatures. Enfin, c'est vraiment un effet, c'est l'offre et la demande, quoi, tu vois, mais donc, on se rend compte que... Comment tu vis le moment où tu dis, j'avais 10 places et c'est le 11e? Ouais, Toujours je me dis, tu vois, quand je vois les écoles aujourd'hui qu'on voit grossir, il y a 10 ans, 25 élèves, voilà, c'était compliqué, mais on pouvait faire. Aujourd'hui, tu as des classes à 32, les enseignants en peuvent plus, et je pense que c'est une connerie, mais ça n'engage que moi. Il y a un moment, si tu gardais cette taille humaine, je suis sûr que tu arrives dans la zone où tu dis, franchement, la 11e table, elle passerait, quoi. Ouais, mais justement, nous, déjà, moi, j'ai des profs et un directeur qui me dit, tu vois. Donc, les petits effectifs, c'est vraiment la clé de notre succès à l'affaire où on est. Alors, c'est pas le cas dans toutes les écoles, mais l'affaire, c'est un territoire, c'est un territoire particulièrement fragile. Et donc, nos élèves, en plus d'être de milieux modestes, ils ont souvent des difficultés, ce qu'on appelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc, t'as des enfants qui sont en situation de son handicap, t'as des enfants qui sont TDAH, qui sont des multidys, qui ont des environnements sociaux et familiaux très difficiles, des enfants placés, des enfants à assistance sociale, des enfants, tu vois. Donc tout ça fait que si tu veux vraiment avoir un suivi de chaque enfant, tu veux vraiment qu'il puisse réussir, tu peux pas dépasser les 15 élèves, grosso modo. Ouais. Ou alors tu peux pas faire le suivi, quoi. Donc tu vas forcément avoir ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que t'as un haut du panier qui s'emmerde, un ventre mou pour lequel tu fais la classe, et puis les élèves les plus en difficulté qui sont un peu laissés pour compte et qui peuvent pas suivre. Quoi. Voilà. Donc non, l'école inclusive, en gros, c'est possible que si tu as des petits effectifs. C'est d'ailleurs un frein pour nous parce que aujourd'hui, tu sais, on essaye d'obtenir un contrat. Alors, il y a différents types de contrats pour pouvoir être financé par l'État. T'as un contrat qui s'appelle un contrat d'association qui est assez contraignant. Parce qu'en fait, tu es obligé d'avoir des profs qui ont le concours de l'éducation nationale, donc ça t'empêche t'es contraint par le statut, notamment en termes de temps périscolaire que le prof peut consacrer. Peut prendre. Parce que nous, nos profs sont vraiment profs et éducateurs. Donc c'est vraiment important qu'ils aient des temps pour connaître les élèves, pour jouer avec eux, pour avoir ce suivi personnalisé. Parce que t'as quand même appliqué des codes qu'on retrouve vraiment en pension, quoi. Ouais. Mes profs, ils avaient vraiment cette double casquette. Ouais. Ouais, et puis même, c'est aussi un peu les standards des écoles britanniques, tu vois, où on dit que l'école est une maison habitée, où les profs, ils ont leur bureau qui est ouvert, ils discutent avec les élèves, ils sont en permanence sur le campus. Il y a quand même cette présence qui est clé parce que tu crées une relation et qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas bâtir une autorité sans relation. On peut le regretter, on peut se dire que voilà, il devrait suffire de pouvoir monter sur l'estrade, que le savoir devrait être respecté quoi qu'il arrive. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, si tu donnes pas un cadre au prof pour bâtir cette relation, c'est très difficile de créer ce cadre de travail, d'aller chercher les élèves qui sont pas naturellement intéressés par le cours. Donc c'est possible, tu vois, dans les centres-villes, avec des enfants très bien élevés, familiers de la culture scolaire, mais dans la plupart, je pense, pour la plupart des enfants aujourd'hui, c'est difficile. Et en plus de ça, cette relation, elle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que tu n'as plus, on est dans un système, dans un marché du travail bientôt, où les compétences relationnelles, les savoir-être, les soft skills vont être clés. Et donc, si tu développes pas ça à l'école, en fait, tu vas pérenniser ce qui est le handicap initial des enfants de milieux modestes, qui est le fait qu'ils maîtrisent pas forcément les codes du monde de l'école, des codes du monde du travail ensuite, et les codes Et donc, c'est par cette relation avec les profs, c'est pas de cette relation, c'est cette relation du quotidien, si tu veux, que tu peux vraiment rétablir un peu la balance, quoi. Parce que, et ça se fait pas juste, là, j'entendais que Gabriel Attal proposait de mettre en place un cours d'empathie 3 fois par an. Ça se fait pas par un cours théorique, tu vois. Ça se fait par la relation, ça se fait par des frottements successifs. C'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain, c'est de l'éducation, en fait, tu vois. Donc, ça
c'est intéressant. Je file ta digression. Ouais. Tu penses que tout ce qui est savoir-être, ça peut s'apprendre à l'âge adulte ou c'est vraiment toi, ton expérience, comment tu le sens? Je sais pas. Je pense que oui, c'est possible à l'âge adulte parce que tu auras forcément plus de motivation personnelle à l'âge adulte. Donc tu vas avoir des gens qui vont dire attends, là je sens que je suis bloqué parce que je comprends pas ça, donc ils vont être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile, plus tu le fais tôt, mieux c'est facile, plus c'est facile. Quoi. Et en fait, moi je crois que l'école a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'école, on demande à l'école de se mêler de plein de trucs qui sont pas de son ressort et qui sont même pas de l'éducation, tu vois. On lui demande de faire des programmes sur le développement durable, sur éduquer les enfants à tout, sauf ce qui est fondamental, c'est-à-dire sauf à la liberté, sauf à la façon d'être avec les autres, sauf et ça, pour le coup, je pense que c'est effectivement l'école doit jouer un rôle là-dedans. On peut pas juste se dire c'est à la famille de le faire, tant pis, tu vois. Parce qu'en fait, les besoins sont tels et l'impact de ces fractures-là, est tel sur la poursuite de la vie de ces gamins qu'en fait, si l'école se mêle pas de ça, elle peut pas jouer son rôle de tenir la promesse qui est faite à chaque enfant de lui donner les moyens de déployer, de choisir sa vie et tout, quoi. Parce qu'en fait, vraiment, cette question du savoir-être, à plus forte raison maintenant que tu as des algorithmes, des robots, en fait, ce qui va vraiment faire ta valeur ajoutée, c'est ta valeur ajoutée d'être humain, c'est-à-dire tes compétences relationnelles, ta capacité à avoir une intelligence transverse, ton leadership, rassurer, embarquer. Exactement. Et donc ça se développe. D'ailleurs, tu vois, moi, par exemple, je donne un cours d'art oratoire à mes élèves de 4e et de 3e. C'est pareil, je pense que c'est un truc qui devrait être développé plus à l'école. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les fondamentaux, c'est la clé, il faut commencer par ça et tout machin. Mais il faut pas opposer les deux, tu vois. Aujourd'hui, on dit on entend beaucoup, soit t'as des gens qui te disent il faut faire juste les fondamentaux et puis terminer et puis la famille fera le reste, et d'autres qui te disent non, il faut peut-être t'as l'impression qu'il y a que de l'éducation dans leur bouche. C'est les deux, quoi. Comment l'État vous aide? Tu parlais du coup tout à l'heure d'essayer de toper des subventions pour vous faire accompagner. J'ai compris que les mairies aussi, en tout cas dans les zones dans lesquelles vous alliez, mettaient la main à la pâte. Ouais. Il y a, d'un point de vue plus national, en tout cas dans le développement d'Excellence Ruralité aujourd'hui, tu as des leviers où tu peux aller chercher l'État sur certains pans? Ouais, alors on essaye. On a fait une demande là, auprès du FSE, le Fonds social européen, pour être financé par ce biais-là. On fait des demandes aussi auprès des collectivités territoriales. Donc ça, c'est pas l'État, mais c'est des institutions publiques. Et puis, les communes n'ont pas d'argent dans ces territoires, donc c'est plus de l'aide fonctionnelle, tu vois, avec mise à disposition de locaux, d'infrastructures sportives, de tout ça. Et après, l'État, c'est la question des contrats, c'est-à-dire qu'en fait, et la difficulté, c'est qu'en gros, un contrat, donc c'est ce qui te permet de financer les salaires de tes profs. Et tu peux théoriquement, pendant 5 ans au moins, quand tu crées une école, tu es forcément ce qu'on appelle hors contrat, c'est-à-dire que tu peux pas toucher ces financements-là. Et après, tu peux demander un contrat au bout de 5 ans. Sauf que, donc on est allé voir le cabinet du ministre à l'époque de Pape Ndiaye, mais bon, je pense que ça serait encore pareil aujourd'hui. C'était des données factuelles. Il nous a dit, il y a 20 contrats disponibles par an. Tout est décidé au niveau du cabinet du ministre. Et il y a 200 demandes. Donc, en gros, théoriquement, tu as une file d'attente de 10 ans, tu vois. Tu as 15 ans avant de pouvoir demander, 10 ans avant de pouvoir obtenir. Et ensuite, tu obtiens une classe. Donc, mettons que tu obtiens le CP. Et puis, l'année d'après, tu as le CE1. Donc, en gros, ça monte. Ouais. Ma pension a dû voir ça. Parce que nous, effectivement, on était une classe par an. C'était la classe en dessous de moi. Ah ouais. Donc, chaque année, il y avait des profs, d'ailleurs, du coup, qui n'étaient pas titulaires. Ouais. Et du coup, qui changeaient de niveau pour rester avec la classe. Parce que c'est ceux qui avaient le diplôme et ceux qui enseignaient, mais qui l'avaient pas. Qui n'avaient pas le tampon, quoi. Qui n'avaient pas En fait, il y a le diplôme. Je pense que c'est important de distinguer le diplôme et le concours de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la compétence d'un prof, pour moi, c'est pas le concours. Le concours, c'est un mode de recrutement de l'éducation nationale et de choisir de recruter ses profs par ce biais-là. Mais ta compétence, c'est ton diplôme dans la matière que tu vas enseigner.
Et puis surtout, c'est la formation que tu vas avoir derrière. C'est-à-dire qu'en fait, une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que beaucoup des profs qui interviennent, ils sont lâchés au bout d'un an de formation dans un établissement qui est souvent parmi les plus difficiles, dans les territoires les plus difficiles. Là, je rencontrais hier une jeune femme qui est en formation pour être prof de français au collège. Et c'est dans son année de titularisation, donc elle est en stage. Et en fait... Et sachant qu'une année de titularisation en stage, c'est 99% du boulot de prof, et puis t'as une visite 2 fois dans l'année où on fait un feedback. Je crois qu'elle a quand même des feedbacks, mais en fait, l'année d'après, elle sera toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, c'est que t'as pas de suivi dans le temps. T'as pas de suivi, t'as pas de formation continue. Donc il y a un côté un peu... c'est un peu déprimant, je pense, pour elle. Tu vois, elle se retrouve... et là, j'en avais rencontré une autre qui était... donc pareil, qui faisait ça. Elle a quitté. Après, elle est passée dans un cabinet de conseil et elle disait, en fait, j'étais TZR, donc titulaire en zone de remplacement. Donc, en fait, elle faisait des remplacements. Elle n'avait pas de poste fixe. Elle avait trois établissements dans lesquels elle intervenait, avec 1 heure de distance entre chaque, plus 1 heure jusque chez elle. Enfin, c'est vraiment d'une violence. J'ai une pensée pour une copine qui enseigne le matin dans un primaire, l'après-midi dans un autre. Ouais. Il y a 1h15 de route entre les deux. Voilà. C'est le temps de sa pause déj. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, tu te dis, n'importe quelle boîte privée qui aurait ce mode de management de ces... se ferait défoncer. Bah, coulerait, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, il y a, je pense, en fait, aujourd'hui, et on voit bien, d'ailleurs, l'éducation nationale peine à trouver des profs. Pour ça, à mon avis. Et puis aussi parce que il y a aujourd'hui, je pense, une génération de jeunes qui ont envie de transmettre, ont cette vocation-là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui se sentent pas de passer un concours pour 40 ans, leur vie, et donc ils passeraient pas les concours de l'éducation nationale. Et donc ce qu'on arrive à faire, je crois, avec Excellence sur Réalité, c'est qu'on arrive à toucher cette jeunesse-là. Tu vois, 2/3 de nos profs, ce sont des jeunes qui viennent du privé, qu'on fait une école de commerce, une école d'ingé, qui ont bossé dans le privé pendant 2-3 ans, 5 ans, et qui en fait cherchent du sens, veulent aussi sans doute un peu se mettre au vert, enfin tu vois, aller vivre à la campagne, un mode de vie peut-être plus sain, plus enraciné, quitter les centres-villes, et du coup nous rejoignent dans ces projets et s'engagent là-dedans dans une dynamique un peu d'entrepreneur social, tu vois. C'est pas à la base uniquement des gens qui veulent transmettre un savoir, ils ont cette appétence-là, mais c'est aussi des gens qui veulent s'engager dans un projet, être en relation avec des gens, rejoindre, tu vois, reformer une communauté organique avec les familles, avec les élèves. C'est quelque chose qui est clé pour nous, tu vois. Et donc ça, je crois, ça fait écho pas mal aux besoins d'aujourd'hui de beaucoup de profs. Et puis, sur le plan professionnel, d'être accompagné. Tu vois, moi, pourquoi j'ai passé la main, c'est que je me suis dit, ces profs, ils ont besoin d'être suivis par un directeur qui connaît le métier, qui soit un expert de l'enseignement, et donc qui soit un vrai manager. C'est-à-dire qu'il passe régulièrement dans les classes des profs, il leur donne des objectifs par période, par année, il les conseille, il leur fait des retours. Il a lui-même les élèves en cours, parce qu'il est lui-même un peu enfin, il enseigne sur quelques heures. C'est-à-dire qu'il connaît les élèves en classe, il sait les difficultés, leur posture, leur attitude. Voilà. Et du coup, il est légitime, et du coup, il est présent H24, et donc tu as une vraie formation continue, et en plus, il décide des formations, ou il recommande des formations à ses profs pour leur permettre de progresser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Ah, hyper intéressant. Et ça, tu penses que c'est un truc qui attire demain aussi des... Toi, il faut aussi... Enfin, t'as le même problème que l'éducation nationale. Ouais. Je veux dire, tu recrutes des profs donc, qui ont le diplôme, pas forcément le concours. Ouais. Comment tu les attires Bah déjà, on essaie de pas trop mal les payer, c'est-à-dire qu'on les paye un peu mieux que dans l'éducation nationale, ce qui est pas encore brillantissime, parce que l'éducation nationale est un peu en dessous des standards européens, mais par contre, qui est par rapport aux écoles hors contrat, est quand même presque 2 fois le prix de ce qu'il y a dans beaucoup d'écoles hors contrat. Mais nous, c'est pas notre référentiel. Notre référentiel, c'est vraiment le système éducatif public. Donc, on essaie de les attirer comme ça. Et puis surtout, je pense qu'ils sont attirés par la vie d'équipe aussi. Tu vois, il y a une vraie vie d'équipe. Ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Ils vivent ensemble. Ils ont un vrai engagement dans le projet qui dépasse le simple cadre de leur cours. Tu vois, moi, ce qui est important, parce que tu les emmènes. Enfin, c'est pas juste au-delà déjà dire du projet pédagogique et éducatif qu'ils ont avec les enfants.
t'as aussi un enracinement local dans des zones rurales qui, sur le papier, c'est pas forcément celle que tu aurais choisie, quoi. Ouais, exactement. Alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie généralement d'être à moins d'une demi-heure d'une grande ville quand même. Tu vois, on est à moins d'une demi-heure de Saint-Quentin. Alors, Pont-Folland, c'est un peu différent parce que c'est vraiment assez isolé. Mais il y a quand même Limoges qui est pas trop loin. Il y a quand même la possibilité d'avoir en gros une vie sociale en dehors de simplement le réseau de l'école. Ça, c'est un point de vigilance pour nous. Et puis surtout, je pense que ce qui est, enfin en tout cas, moi, je te peux te parler que de moi, mais moi, ce qui vraiment me motive beaucoup, c'est de me dire que, tu vois, avant d'arriver dans ce projet, j'avais des potes, j'avais un milieu social, mais finalement, j'avais très peu de contact avec des gens qui n'étaient pas de mon environnement immédiat. Et maintenant, de voir ma petite fille de 1 an, enfin qui est née en gros la première année, tu vois, donc elle avait maintenant, elle a bientôt 6 ans, qui compte, tu vois, les mamans de l'école, si tu veux, c'est un peu devenu un peu leur chouchoute parce qu'elle était arrivée dès le début, donc les anciennes mamans qui étaient là depuis le début, je sens qu'elles ont une relation, surtout certaines, très très forte avec ma fille. Je trouve ça hyper important. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup de me dire que j'appartiens plus uniquement à une bande d'amis ou un milieu, mais tu vois, un pays, tu vois. En fait, cette relation-là, elle me fait sortir elle me donne un horizon qui est énorme. Ça dépasse juste la relation avec cette dame, tu vois. C'est qu'en fait, derrière ça, on a des liens qui nous unissent au-delà de juste les liens évidents et immédiats, et on est reliés à... On reforme un peu un peuple, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de fractures dans la société française, beaucoup de choses qui nous séparent. Et je crois que cette relation qu'on peut tisser au sein de la France périphérique avec des familles qu'on n'aurait pas rencontrées par ailleurs, et ben ça permet vraiment de retisser ces liens, de reformer une société, quoi. T'es en train de me donner envie d'aller habiter à la ferme. Faut pas que ma femme écoute ce podcast. Ouais, écoute, t'es bienvenue en tout cas. C'est fort ce que tu dis là, parce que au départ, si je me fais un peu l'avocat du diable 2 secondes, hein, tu m'en voudras pas, mais c'est le gars qui a eu 2-3 difficultés dans la vie, mais en vrai qui a eu les bons atouts au bon moment, donc il a sa petite chemise, qui bosse bien et qui dit je vais aller aider ceux qui sont vraiment dans la galère, quoi. Et à la fin, sans non plus être en mode allez, je vais aller faire de l'humanitaire le bout du monde pour me donner bonne conscience. J'ai un endroit où je peux quand même appeler mes potes, je suis pas si loin que ça d'eux, et en même temps je suis un endroit où je peux pas aller le voir pour le dîner, quoi, parce que c'est 1h30, c'est compliqué. Et t'es là, et je trouve hyper beau que à la fin le lien, en fait, il soit allé tellement au-delà de toi et du projet. Je veux dire, ta fille, elle est pas encore à l'âge d'aller à l'école, elle a pas fait l'école du coin, et en même temps il y a un lien sociétal profond qui s'est créé et qui te rappelle la France. Et arrête-moi si je me trompe, mais jamais au départ tu t'es dit que c'est ça que t'allais chercher. Un peu ? Si, un peu, je pense. Ouais. Profondément, c'est-à-dire que, en tout cas, je me disais, j'avais vraiment envie de me mettre au service d'un projet qui soit au service du bien commun, de me dire que d'être au cœur des besoins de notre société. Et cette question de la fracture, qui était aussi celle qui m'avait amené à Espérance banlieue, parce qu'il y a aussi une fracture profonde avec les zones urbaines sensibles. Mais je me suis vraiment dit, oui, là, il y a quelque chose à retisser, mais je savais pas du tout comment on serait accueilli. Tu vois, au début, je pensais qu'on serait, qui se dirait, les Parisiens qui déboulent, tu vois, qu'il y aurait une forme de défiance et tout. Pas du tout. En fait, vraiment, je pense que il y a aussi une richesse dans toute cette jeunesse des métropoles qui a beaucoup reçu sur le plan éducatif, qui a été dans des mouvements de jeunesse, dans le scoutisme et tout, et qui manque aujourd'hui terriblement à notre époque. C'est-à-dire que d'avoir des adultes qui s'intéressent aux jeunes, qui ont envie de jouer avec eux, qui ont envie de les connaître, qui les prennent en compte dans toutes leurs dimensions, qui n'est pas uniquement sur le plan uniquement scolaire, tu vois, mais qui veulent vraiment leur bien, qui veulent les aider à se déployer, à devenir libres, tu vois. Tout ça, c'est quand même un capital culturel, éducatif qui est phénoménal et qui aujourd'hui
Enfin, c'est super que ça bénéficie aux enfants du Chesnay et tout, mais je veux dire, il y a quand même il y a 12 millions d'enfants en France, tu vois. Donc, comment on fait pour que cette richesse-là, aussi, quoi. Pour la partager. Donc, et de fait, je suis convaincu qu'il y a plein de jeunes qui veulent la partager. Le sujet, c'est, voilà, il y a un moment où si tu as envie de fonder une famille, tu as envie de pouvoir avoir aussi un certain niveau de revenus et tout. Donc, c'est un vrai sujet. Et on essaie, nous, de travailler là-dessus. C'est pour ça que je pense que vraiment, il faut essayer au maximum de bien payer les profs. On essaie de le faire du mieux qu'on peut. Et puis, il y a aussi la question du sens. Je pense que ça travaille quand même pas mal d'entre nous dans des métiers d'aujourd'hui, quoi. Et justement, tu me fais une transition parfaite. Si on a envie de d'aider Excellence Ruralité, si on a envie d'être le Paul François du 14 mai, enfin, je sais pas quand sortira l'épisode, mais on est le 14 mai. Ouais. Comment on peut faire? Où est-ce que tu aurais besoin d'aide? Il y en a plein. Alors, en termes de recrutement, là, on cherche pour nos écoles, pour nos 2 écoles, pour l'instant, de Charente et de Laffère, des profs de sciences, donc un prof de sciences dans chaque, et un prof de maths à Laffère. Donc ça, c'est 2 profils qui sont très importants, et c'est pas toujours les plus faciles à trouver parce que c'est des profils scientifiques qui sont parfois pas évidents à identifier. Donc c'est vraiment s'il y a des ingénieurs qui cherchent du sens, ont envie de s'engager dans un projet qui a du sens, qui n'hésitent pas à nous contacter. Après, au niveau national, on recrute aussi un directeur de la communication, ou une directrice de la communication, et puis un directeur, quelqu'un qui est sur les relations institutionnelles pour nous aider à porter un peu notre message auprès des pouvoirs publics. Et puis après, il y a tous les soutiens financiers qui sont possibles et qui sont nécessaires, puisque aujourd'hui, pour faire tourner une école à taille cible, c'est 800 000 euros. Donc, on a besoin chaque année d'aller lever 800 000 euros par école, plus le fonctionnement de la tête de réseau. Donc, c'est beaucoup d'argent à aller chercher régulièrement. Donc, on est staffé pour ça. On a quelqu'un qui nous aide sur le fundraising, 2 personnes sur le fundraising. Mais c'est un vrai besoin. Donc, s'il y a des gens la campagne pour l'IFI a commencé. Donc, s'il y a des gens parmi vos auditeurs qui sont imposables à l'IFI ou qui en connaissent d'autres qui le sont, qui n'hésitent pas aussi à relayer cette information pour qu'on puisse... Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, on peut me contacter sur mon mail jb.noyac@excellenceruralité.org. Et puis après, sur notre site, il y a tous les interlocuteurs possibles, notamment cette responsable du mécénat, Benjamin Culioli, qui fait un super boulot et qui est hyper disponible pour nos mécènes. Donc voilà, tout est accessible par ce biais-là. Et après, on peut aussi avoir besoin de volontaires en service civique qu'on accueille dans nos écoles. Donc, on a notamment besoin 2 ou 3 encore à l'affaire, au moins 2. Donc c'est quoi leur grande mission? Leur grande mission, ça va être de seconder les profs sur... ils sont jamais en responsabilité seuls, mais ils accompagnent les profs sur l'éducatif, au sein de la classe. Il y en a pas mal, tu vois, qui avaient des vocations plutôt d'éducateurs et qui sont venus, et donc ils sont beaucoup à aider dans la cour, tu vois, c'est assez varié. Ils peuvent aider aussi sur des missions plus logistiques, et organiser des activités avec les élèves et tout. T'en as certains qui sont dans la classe, tu vois, au sein d'une classe par exemple de primaire, et qui vont prendre un petit groupe d'élèves, mais toujours en supervision avec l'institut. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a pas mal qui sont devenus profs ou chez nous ou ailleurs. Je pense notamment à un qui avait fait normal, qui était en césure de normal, donc il faisait de centrale, pardon, de centrale, et ça reste un joli cursus, ingénieur, ouais, ça. Et il avait donc une année sabbatique où il allait faire sa transition. Et puis en fait, à la fin de l'année, il a dit en fait, j'arrête l'ingénieur et puis je vais devenir prof. Donc là, il est prof à Confolens. Et donc voilà, il y en a. Bravo à lui surtout. C'est vraiment une super recrue. Et puis donc voilà, ces profils-là sont assez intéressants parce que en mathématiques et en sciences, on peut avoir besoin de ce profil d'ingénieur. Donc c'est aussi un moyen d'aider en devenant volontaire en service civique, et sachant que voilà, il est toujours possible de tomber dans la marmite après, quoi. Faut le savoir. Merci Jean-Baptiste pour ce partage et cette aventure d'Excellence Ruralité. Je t'en prie, merci à toi.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant ce bon moment de papote. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller visiter et vivre les réalités de la France périphérique. Et qu'on puisse refaire de la France une belle nation. Parce que je retiens quand même vraiment de cet épisode le fait qu'on peut retisser des liens là où il y a une fracture sociale et que, je pense, c'est une belle preuve incarnée. Donc merci d'avoir eu cette audace aussi il y a quelques années. Merci à Camille de t'avoir suivi là-dedans. C'est clair, merci à Camille. Et puis merci à tous les Paul François Croisig qu'on croise dans le monde associatif parce que c'est précieux. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les amis, et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.